Ils m'ont dit d'arroser les plantes et de fermer la porte à double tour, comme si j'étais la bonne à tout faire, fiable, mais qu'on n'emmène pas en voyage. Tu es trop âgée pour les longs vols, mamie. Contente-toi de garder la maison. C'est ce qu'ils ont dit avant de s'engouffrer dans leur grand monospace noir, en riant à l'idée des plages grecques et des fruits de mer frais. Ils n'ont pas vu mon visage quand ils sont partis. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste agité la main. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé leur billet d'avion dans ma boîte aux lettres, encore dans l'enveloppe de l'agence de voyage, non affranchie. Je les ai fixés pendant une bonne minute, comme s'ils étaient le problème de quelqu'un d'autre. Départ dans 3 jours. Athènes, 2 adultes, 2 enfants, sièges regroupés. Mon nom n'était nulle part. Évidemment. Je les ai rentrés, je les ai posés sur la table de la cuisine et je me suis fait un thé. C'est ce qu'on fait à mon âge quand la vie vous envoie un coup de poing dans la poitrine. On se fait un thé et on attend que les mains arrêtent de trembler. Mais elles n'ont pas arrêté. Elles tremblaient quand j'ai attrapé mon vieux carnet d'adresses, quand j'ai trouvé le numéro de l'agence. Je voudrais annuler ces billets, ai-je dit. La jeune femme à l'autre bout du fil apparut surprise. Puis-je vous demander pourquoi, madame? Non, ai-je dit. Annulez-les, c'est tout. Il y a eu un silence, puis un « bien sûr », poli, presque craintif. J'ai noté le numéro de confirmation. Puis je me suis préparé une autre tasse de thé, je me suis assise dans le fauteuil où je berçais mon fils pour l'endormir, et j'ai regardé le salon. La photo de mon mari, Paul, était toujours sur la cheminée, toujours jeune, toujours souriant. Il était parti il y a 20 ans. S'il avait été là, il n'aurait jamais laissé faire ça. J'avais été beaucoup de choses dans cette maison. Une épouse, une infirmière, une secrétaire, une cuisinière, une réparatrice de jouets cassés et de cœurs brisés. Et depuis 10 ans, juste mamie. Plus Hélène, plus maman. Une présence en arrière-plan, discrète et obéissante. Il pensait que j'allais m'asseoir sagement et attendre des nouvelles. Des photos de ciel bleu envoyées sur le groupe WhatsApp de la famille. Des messages comme « Tu nous manques, on aimerait que tu sois là », sachant pertinemment qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'emmener. J'ai regardé à nouveau les billets annulés. Puis j'ai ouvert le tiroir où je garde mon passeport. Il était encore valide. J'avais un peu plus de 12 000 € sur mon livret A, quelques milliers de plus en placement. Pas de dette. Personne ne dépendait de moi. Plus maintenant. J'ai réservé un vol. Athènes, une place, côté couloir. Ensuite, j'ai appelé ma voisine, Carole, pour lui demander si elle pouvait arroser les plantes. « Bien sûr, ma chérie. Tu pars quelque part » m'a-t-elle demandé. « Juste un petit voyage » ai-je répondu. J'ai fait une petite valise, des chaussures confortables, ma plus belle écharpe et cette robe bleu marine que je n'avais pas portée depuis l'enterrement de Paul. Pas par tristesse, mais parce qu'elle me donnait de l'allure, et j'avais oublié comment porter quelque chose qui me faisait cet effet. La veille de mon vol, je me suis assise sur le perron. La rue était calme. Un vent doux jouait avec le lierre. J'ai pensé à ce qu'ils diraient en réalisant. Peut-être qu'ils appelleraient. Peut-être pas. Je m'en fichais. Pour une fois, je n'étais pas celle qui restait. Le matin est venu doucement. J'ai fermé la porte à clé, laissé un mot pour Carole, et j'ai descendu les marches lentement, mais avec détermination. Je n'ai pas regardé en arrière. L'agente à la porte d'embarquement a jeté un œil à mon passeport, puis à moi, et a souri de cette manière convenue qu'ont les jeunes quand ils voient une personne âgée voyager seule. « Bon vol, madame. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher, une main agrippée à la poignée de ma valise, l'autre tenant ma carte d'embarquement comme un bouclier. Je n'avais pas pris l'avion depuis près de 30 ans. L'aéroport semblait bruyant, métallique, tout en verre et en annonces, rempli de gens aux vies compliquées. Mais j'ai traversé tout ça comme si j'étais à ma place, car faire semblant d'être à sa place, c'est la moitié du chemin. C'est quelque chose qu'on apprend quand on a été discrètement invisible pendant trop longtemps. Dans l'avion, j'ai pris mon siège côté couloir. Je suis restée immobile pendant que les autres enfournaient leurs sacs dans les compartiments à bagages. Le siège à côté de moi est resté vide jusqu'au dernier moment. Puis, un jeune homme, la trentaine, alliance, regard calme, s'y est laissé tomber avec un soupir. « Long voyage » a-t-il demandé pendant que nous roulions sur le tarmac. « Assez long » ai-je dit. Il a souri, puis m'a laissé tranquille, ce que j'ai apprécié. J'ai dormi pendant la majeure partie du vol. Le genre de sommeil qui n'est pas profond mais nécessaire. Celui qui empêche le chagrin de se transformer en rage. Quand je me suis réveillée, nous survolions la Méditerranée.
J'ai regardé par le hublot. Un bleu infini. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je l'avais vraiment fait. Je n'étais pas là pour faire du tourisme. Je n'étais pas là pour prendre des photos. J'étais là parce qu'il m'avait dit de ne pas venir. À l'aéroport d'Athènes, je me suis déplacée plus lentement. La chaleur était différente, même à l'intérieur. J'ai pris un taxi pour une modeste petite pension dans une rue adjacente. Rien d'extraordinaire, mais propre. La femme à la réception parlait un peu français et m'a appelée « Madame », comme si ça signifiait encore quelque chose. Une fois dans la chambre, j'ai posé ma valise contre le mur et je me suis assise sur le bord du lit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé le carrelage pendant un long moment. Le chagrin ne se manifeste pas toujours par des larmes. Parfois, c'est juste rester assise, immobile, en pensant à tous les anniversaires et à toutes les fêtes où l'on a souri pour masquer le fait de ne pas être désiré. J'ai passé la soirée à marcher, pas loin, juste quelques rues. J'ai trouvé une petite boulangerie. J'ai commandé du pain et des olives. Le serveur était gentil. Il ne m'a pas pressé. J'ai mangé lentement, sans regarder mon téléphone une seule fois. Personne n'attendait de mes nouvelles, de toute façon. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La lumière ici était différente, plus douce. J'ai ouvert les volets et je l'ai laissé entrer. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai mis du rouge à lèvres, juste un peu. La teinte que je portais avant que tout dans la vie ne devienne beige et contrit. J'ai demandé des recommandations à la réception. Pas des sites touristiques. Un endroit calme, ai-je précisé. La jeune femme a écrit quelque chose. Essayez Anafiotica, a-t-elle dit. C'est vieux, très paisible. Alors j'y suis allée. Des maisons blanches, des ruelles sinueuses, des chats dormant sur les seuils, des fleurs dans des pots ébréchés. Tout était lent et obstinément beau. J'ai marché jusqu'à en avoir mal aux pieds. Puis je me suis assise sur un banc de pierre et j'ai simplement existé, tandis que de jeunes couples passaient, heureux sous le soleil et bruyant. Personne ne m'a dévisagé. Personne ne m'a dit que j'étais trop vieille. Personne ne m'a dit de simplement garder la maison. J'ai pensé à ma petite fille, Amélie, 16 ans, toujours à m'envoyer des photos avec des filtres et la langue tirée. Je me suis demandé ce qu'elle dirait si elle me voyait ici. Elle rirait probablement, lèverait peut-être les yeux au ciel. J'ai sorti de mon sac une carte postale que j'avais achetée plus tôt. Je n'avais pas prévu d'écrire, mais mes doigts ont bougé d'eux-mêmes. Chère Amélie, devine où je suis. En Grèce. La mer est plus bleue que tu ne peux l'imaginer. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse, mamie. Je n'ai pas écrit à mon fils ni à sa femme. Ils n'avaient pas besoin de savoir. La boîte aux lettres était près d'un café. J'y ai glissé la carte, puis j'ai commandé un café, je l'ai bu lentement, comme le faisait ma mère le matin, quand tout était calme. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai remarqué que je fredonnais un vieil air. Un que Paul chantait en se rasant. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Je n'étais pas jeune. Je n'étais pas particulièrement courageuse. Mais j'étais enfin quelque part où je voulais être. Et ça comptait. Je n'avais pas l'intention de rencontrer qui que ce soit. Ce n'était pas le but. Mais la vie a son propre calendrier, et elle vous consulte rarement avant de mettre les choses en mouvement. C'est arrivé au petit déjeuner, 2 jours après mon arrivée à Athènes. J'étais à la petite table près de la fenêtre, sirotant mon café et beurrant ma tartine avec plus de soin que nécessaire. En face de moi, à la table voisine, était assise une femme de mon âge. Cheveux argentés relevés en un chignon strict, yeux vifs malgré les demi-lunes perchées sur son nez. « Vous mettez trop de beurre, dit-elle, sans méchanceté. » J'ai levé les yeux, un peu amusée. « C'est toujours mieux que pas assez. » Elle a hoché la tête. « C'est juste. » Ce fut le début. Elle s'appelait Rosalie, une directrice d'école de Lyon à la retraite, voyageant seule, comme moi. Veuve, ajouta-t-elle nonchalamment, comme si ce n'était qu'un autre tampon sur son passeport. Elle avait cette confiance sèche et déterminée que certaines femmes portent comme un bon parfum, pas envahissant, juste discrètement présent. Nous avons commencé à marcher ensemble, pas loin, juste des promenades matinales dans les rues plus calmes. J'aimais sa façon de remarquer les choses. Pas les monuments de cartes postales, mais les détails que tout le monde ignorait. Un volet cassé qui avait été repeint en lilas. Un chien endormi à côté d'une statue. Elle n'essayait pas de capturer quoi que ce soit pour les réseaux sociaux. Elle regardait, simplement. Vraiment. Au déjeuner, nous nous sommes assises sous une terrasse couverte de vignes,
sirotant un vin blanc frais. Elle parlait de ses élèves, les fauteurs de troubles qu'elle appréciait secrètement le plus. Je lui ai parlé de mon jardin, de la façon dont les tomates n'en faisaient qu'à leur tête, peu importe la douceur avec laquelle je leur parlais. « Et votre famille ?» a-t-elle demandé. J'ai marqué une pause. « Ils vont bien, ai-je dit. Ils pensaient juste que j'étais trop vieille pour voyager. » Ses yeux se sont légèrement plissés. « Ils vous ont dit ça ?» J'ai hoché la tête. Elle n'a pas réagi de manière spectaculaire, a juste siroté son vin. « Vous êtes ici, a-t-elle dit. Donc, ils avaient tort. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée dans mon lit, je fixais le plafond, pensant à toutes les années où j'étais restée dans mon rang. Les fêtes d'anniversaire pour lesquelles j'avais cuisiné sans jamais m'asseoir pour en profiter. Les voyages que j'avais financés mais auxquels je n'avais jamais été invitée. Combien de fois je m'étais dit, ils sont juste occupés, ou on a besoin de toi ici. Mais on n'avait pas besoin de moi. Pas vraiment. Pas au-delà des soins, de la préparation des repas, de la présence fiable. Le lendemain matin, Rosalie a frappé à ma porte. Elle avait une carte pliée sous le bras et une lueur dans les yeux. « Florence, a-t-elle dit. Ce n'est pas loin. J'ai toujours voulu voir la galerie des offices. Vous. » J'ai hésité. « Et vous. » « Pourquoi pas, ai-je dit. Nous avons réservé des billets de train cet après-midi-là. 2 femmes de plus de 70 ans achetant des allées simples comme des étudiantes en vacances d'été. Nous en avons ri au dîner, même si quelque chose en moi était encore tendu, comme un vieux muscle qui n'a plus l'habitude de bouger. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma belle-fille. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. « Tu as vérifié le jardin ? L'arrosage automatique a fait des siennes dernièrement. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Où es-tu ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai fait ma valise. J'ai plié la robe bleu marine avec soin, emballé mes perles, roulé mes chaussures dans un sac en plastique. De vieilles habitudes d'années de voyage pratique. Je me déplaçais lentement, non pas à cause de l'âge, mais pour savourer. Dans un coin de ma chambre, il y avait un petit vase de marguerites fraîches, un cadeau de Rosalie. Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui apprécie les fleurs sans avoir besoin d'une raison. Elle n'avait pas tort. Cette nuit-là, j'ai placé le téléphone dans un tiroir et je l'ai éteint. Pas de notification, pas d'alerte. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui attend d'être incluse. Je me sentais comme quelqu'un qui avançait, un pas à la fois. Le train pour Florence est parti juste après 9 heures. Nous étions assises côte à côte dans un wagon calme, nos sacs rangés au-dessus de nous, un sachet en papier de croissant entre nous. Rosalie lisait un roman policier. Je regardais par la fenêtre. La campagne défilait, douce et dorée, brodée de vignobles et de villages endormis. Ça ressemblait à un tableau que mon mari avait acheté une fois dans un marché aux puces. Cadre bon marché, mais l'intérieur était magnifique. Il disait que ça lui rappelait des endroits où il n'était jamais allé. Je n'aurais jamais pensé les voir moi-même. Nous n'avons pas beaucoup parlé. C'était le confort de Rosalie. Elle n'avait pas besoin de combler le silence, ne pressait pas de questions. Quand le train a tangué doucement dans un virage, elle a levé les yeux de son livre et m'a offert le dernier croissant sans un mot. Je l'ai pris et j'ai souri. C'était suffisant. Florence nous a accueillis avec un air chaud et des rues étroites. Notre hôtel était vieux et plein de charme, le genre d'endroit où l'ascenseur grinçait et les clés étaient de lourds objets en laiton avec des pompons en cuir. Notre chambre avait un petit balcon qui donnait sur des toits rouges et des cordes à linge tendues entre les bâtiments. « Je veux voir Botticelli », a dit Rosalie en laissant tomber son sac sur le lit. « Et peut-être quelque chose de ridicule et de cher que je ne porterai jamais. » Nous avons fait les deux. La galerie des offices était bondée mais en valait la peine. Debout devant la naissance de Vénus, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Pas de l'émerveillement, exactement, plutôt de la reconnaissance. Ce sentiment que la beauté n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse, inévitable, et on ne se rend compte qu'elle vous émeut que lorsque l'on sent sa gorge se serrer. Nous avons marché des heures ensuite, nous arrêtant dans un café où le serveur a flirté avec Rosalie, et elle a flirté en retour. Elle avait cette façon de faire, de se sentir jeune sans faire semblant de l'être. Je l'enviais. Ce soir-là, nous avons mangé dans un petit restaurant du côté de l'Oltrarno, loin des foules. Des pâtes au beurre et à la sauge, du vin rouge dans des verres simples. Des rires qui venaient plus facilement que d'habitude. « Tu es différente maintenant », a dit Rosalie doucement.
Comment ça? Tu te tiens plus droite, moins repliée sur toi-même. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement hoché la tête. Plus tard, de retour dans la chambre, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. 24 appels manqués. 14 de ma belle-fille, le reste de mon fils. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. J'ai juste fait défiler les messages. Où es-tu? Ça va? Il est arrivé quelque chose? Puis un mémo vocal. La voix de mon fils, fatiguée et sèche. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Les enfants sont inquiets. On pensait que tu serais à la maison. J'ai fixé l'écran, essayant de ressentir quelque chose. La colère, la tristesse, la culpabilité. Mais ce que je ressentais, c'était de la distance. Pas de la cruauté, juste de l'espace. Assez pour respirer. Le lendemain, Rosalie a fait la grasse matinée. J'ai erré dans un quartier calme de la ville, suivant mon instinct plutôt qu'une carte. J'ai trouvé une boutique avec des jupes en lin et des boucles d'oreilles en argent. Je n'ai acheté ni l'un ni l'autre, mais j'ai essayé les deux. Dans l'après-midi, nous avons pris le bus pour Fiesole, sur la colline, loin du bruit. Nous nous sommes assises sous les arbres et avons regardé la ville d'en haut. C'est ça, ai-je dit, ne parlant pas exactement de la vue. C'est ça qui manquait, a acquiescé Rosalie, comme si elle savait ce que je voulais dire. Quand nous sommes rentrés, il y avait un autre message. Mon fils, encore. Maman, est-ce que tu as annulé nos vacances exprès? On est arrivé à l'aéroport et, peu importe. Appelle, s'il te plaît. On est inquiet. J'ai éteint le téléphone. Ce soir-là, alors que nous retournions à l'hôtel, Rosalie a dit, « Alors, on va ou après ?» J'ai réfléchi un instant. Lisbonne, ai-je dit. J'ai toujours voulu entendre du fado en direct. Elle a souri. Allons-y, alors. Lisbonne nous a accueillis comme une vieille amie. Chaleureuse, un peu débraillée, et pleine d'une musique qu'on n'a pas besoin de comprendre pour la ressentir. Les trottoirs scintillaient de la pluie de la veille, et même l'air semblait vibrer d'un défi silencieux, comme si la ville savait quelque chose que le reste du monde avait oublié. Nous avons séjourné dans une pension aux volets bleus et aux murs carrelés. Notre chambre avait un petit balcon qui donnait sur une place où des enfants jouaient au foot entre des bancs rouillés. J'y suis restée longtemps ce premier soir, à regarder le soleil glisser derrière les toits, à écouter les voix en bas. Un portugais doux et rapide qui ressemblait au vent dans les feuilles. Rosalie ne se sentait pas bien ce jour-là. Rien de grave, juste une petite fièvre et des douleurs articulaires. Ce n'est rien, m'a-t-elle dit en agitant la main. J'ai connu pire. Sors, va voir la ville. Mais je ne suis pas sortie. Je lui ai apporté du thé à la place. Je me suis assise près de son lit, lisant à haute voix un livre que nous avions acheté à Florence. Un après-midi lent et calme. Elle s'est assoupie au milieu d'un paragraphe, son visage plus paisible que je ne l'avais vu depuis des jours. Cela m'a rappelé mon mari à l'hôpital. La respiration silencieuse, les petits gestes de soins sur lesquels personne n'écrit de poèmes mais qui comptent plus que tout. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. J'avais passé ma vie à m'occuper des autres. Enfants, petits-enfants, Paul, même le chien. Mais ça, être assise au chevet de Rosalie, lui servir du thé, vérifier sa température, ça ne ressemblait pas à une obligation. Ça ressemblait à un choix. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour nous. Rien d'extraordinaire. Des œufs, du pain, des tomates que j'ai achetées à un vendeur du coin qui m'a souri comme si nous étions de vieilles connaissances. Nous avons mangé sur le balcon, enveloppés dans des châles. Rosalie allait mieux, elle avait repris des couleurs, sa voix était plus forte. « Merci », a-t-elle dit après que nous ayons fini de manger. « Pour les œufs. Pour ne pas être partie. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête et pris une autre gorgée de thé. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du fado, cette musique obsédante et mélancolique qui semble venir d'un endroit plus ancien que la tristesse elle-même. Un homme jouait sur la place en bas. Sa voix se brisait par moments, mais ça n'avait pas d'importance. La chanson m'a atteinte quand même. Je suis restée sur le balcon, pieds nus, les bras croisés pour me protéger du froid matinal, et j'ai laissé la musique s'installer dans mes os. Au moment où Rosalie était prête à sortir, la ville s'était complètement réveillée. Nous avons marché lentement, elle se remettant encore, moi perdue dans mes pensées. Nous sommes passés devant une église, ses portes grandes ouvertes, de l'encens s'échappant dans la rue. Je ne suis pas entrée. J'ai juste regardé une femme allumer un cierge,
s'agenouiller et joindre ses paumes comme si elle tenait quelque chose de fragile entre elles. De retour à la pension, j'ai allumé mon téléphone. 5 nouveaux messages. Ma belle-fille, encore. Ce n'est pas drôle, Hélène. Puis, on ne sait pas quoi dire aux enfants. Et de mon fils, tu as fait passer ton message. Avais-je fait passer un message? Je n'étais même pas sûre de ce qu'il pensait que j'essayais de dire. Je n'avais pas prononcé un mot depuis qu'il m'avait laissé derrière. Rosalie m'a regardé lire les messages. Elle n'a pas posé de questions, a juste versé du thé et m'a tendu la tasse. Ce soir-là, nous avons trouvé un bar à fado niché entre 2 ruelles de blanchisserie. Pas de menu, pas de touristes, juste des locaux, des verres qui trinquent, et une femme avec une voix qui sonnait comme de la soie rouillée. Elle chantait le désir, l'abandon, la résilience. Je suis restée assise là, les yeux fermés, le cœur étrangement calme. Elle ne chantait pas pour moi, mais je comprenais chaque mot. La lettre est arrivée, pliée en 3, glissée sous la porte de notre chambre pendant la nuit. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste mon nom écrit d'une écriture hâtive et familière. J'ai su avant de la ramasser. Mon fils. Je me suis assise sur le bord du lit, la lettre non ouverte sur mes genoux, tandis que Rosalie s'affairait avec son écharpe devant le miroir. Elle n'a pas posé de questions à ce sujet. Elle l'avait vu aussi. De la même manière qu'on voit un bleu se former sur la peau de quelqu'un d'autre. Visible, mais pas à vous de le toucher. J'ai déplié la lettre avec précaution. Elle n'était pas longue. 3 courts paragraphes écrits avec la même courtoisie froide qu'il utilisait pour remplir des formulaires. Maman, nous ne comprenons pas ce que tu fais. Les enfants sont perdus. Amélie a pleuré. Nous pensions que tu étais juste contrariée, mais ça, c'est autre chose. Si tu essaies de nous punir, on a compris la leçon. Rentre à la maison. Parlons. S'il te plaît, Marc. C'était tout. Pas de « je suis désolée ». Pas de reconnaissance du fait qu'ils m'avaient exclu de ce voyage qu'ils avaient planifié avec tant de facilité et sans une seconde pensée. Juste une préoccupation pour l'image que cela donnait maintenant que j'étais partie, comme si mon absence les avait plus embarrassés que leur rejet ne m'avait blessée. J'ai replié la lettre, je l'ai placée dans le tiroir à côté de mon lit et je me suis levée. Rosalie s'est tournée vers moi. Alors, on prend le petit déjeuner ou on pleure sur la piètre prose des fils décevants. J'ai ri. Ça m'a prise par surprise. Nous avons mangé dans la cour. La lumière du soleil filtrait à travers les vignes au-dessus de nos têtes, et l'odeur du pain sucré et du café fort adoucissait la matinée. Rosalie parlait des lignes de tramway locales, de son envie de visiter le musée du carrelage. Je hochais la tête, mais mes pensées étaient encore avec la lettre et le silence qui avaient suivi mon absence de leur vie. La vérité, c'est que je n'étais pas partie pour punir qui que ce soit. J'étais partie parce que j'en avais assez de mendier une place à une table qui rétrécissait chaque année. Les anniversaires étaient devenus des SMS. Les vacances, c'était trop compliqué cette année, peut-être l'année prochaine. Et maintenant, même les vacances, les joyeuses, les familiales, venaient avec la compréhension silencieuse que je n'étais plus incluse. Je n'avais pas cessé d'être une mère ou une grand-mère. C'est eux qui avaient simplement cessé de me voir. Plus tard dans la journée, je me suis assise seule sur un muret près du fleuve. Des bateaux passaient lentement. Des pigeons se disputaient des miettes à mes pieds. Mes mains reposaient sur mes genoux, immobiles comme l'eau. J'ai pensé à Amélie, 16 ans, ses yeux brillants et son trait d'eyeliner trop épais. La dernière fois que nous nous étions parlé, elle m'avait demandé comment faire cuire un œuf au plat. Elle m'appelait la magicienne des œufs. Elle ne savait pas pour les billets. Ne savait pas que j'avais annulé tout le voyage. Elle pensait probablement qu'ils avaient oublié de m'inviter ou que j'avais dit non. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé un message. Ma chérie, je vais bien. Je voyage. Pas en colère, pas caché, juste besoin d'un peu de ciel. Ne t'inquiète pas. Je t'embrasse. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir douter. Rosalie m'a trouvé là une demi-heure plus tard, portant 2 petits sacs en papier. Pastéis de nata, a-t-elle dit. On ne peut pas quitter Lisbonne sans y goûter. Nous avons mangé en silence, en regardant les ombres s'allonger. Ce soir-là, le gérant de la pension nous a approchés avec un air perplexe. « Madame Hélène, dit-il, votre belle-fille a appelé. Elle est inquiète. Elle m'a demandé de vous dire que les enfants vous manquent. » J'ai hoché la tête. « Merci. » Il a hésité. « Voulez-vous la rappeler ? » Non. Il a semblé incertain, puis s'est éloigné.
J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le genre de sommeil qu'on obtient quand on a cessé d'attendre d'être nécessaire et qu'on a commencé à choisir d'être entière. Le matin, Rosalie m'a montré 2 horaires de train. Un pour Madrid, un pour Séville. À toi de choisir, a-t-elle dit. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était sans nuages. La rue en bas sentait les marrons grillés et les freins de bus. La vie dans sa forme brute. Séville, ai-je dit. Voyons pourquoi d'autres ils m'ont jugée trop vieille. Séville était comme un feu dans les os. Pas seulement à cause de la chaleur, bien qu'elle nous oppresse comme une main chaude, mais à cause de la vie qui pulsait dans chaque ruelle, chaque fenêtre, chaque voix nocturne résonnant sur les pavés. Ce n'était pas une ville qui demandait la permission d'être vue. Elle était, tout simplement, audacieuse, fière, sans excuse. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi. Notre hôtel était niché entre une boulangerie et une petite boutique de chaussures qui sentait le cuir et la poussière. La chambre était modeste, mais le balcon donnait sur une cour avec des orangers, leur parfum se mêlant au bourdonnement lointain d'une guitare flamenco. Rosalie a jeté un coup d'œil et a déclaré « Cet endroit exige des boucles d'oreilles ». Elle a disparu dans la salle de bain et en est ressortie quelques minutes plus tard avec des créoles en argent qui dansaient quand elle bougeait la tête. Je n'en avais pas à assortir, mais j'ai relevé mes cheveux et mis du rouge à lèvres. Le même tube que j'avais trouvé au fond de mon sac à Athènes. Il était presque vide maintenant, et pour la première fois depuis des années, j'ai envisagé d'en acheter un autre. Ce soir-là, nous sommes sortis sans plan. Les rues étaient vivantes, pas à la manière bruyante des touristes, mais à la manière dont les vieilles villes respirent après le coucher du soleil. Nous avons suivi le son des applaudissements et avons atterri dans un restaurant en cour intérieure où un petit groupe jouait du flamenco. Pas pour les pourboires, pas pour les appareils photos, mais les uns pour les autres. Une femme dansait, son visage ni souriant ni posé, juste plein de quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, une présence. Comme si elle existait entièrement dans ce moment, pour elle-même, sans excuse. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Rosalie s'est penchée et a murmuré. Elle est plus âgée que nous. J'ai regardé de plus près. Elle avait au moins 75 ans. Ses pieds frappaient le sol avec la force d'une promesse. La foule a applaudi. Moi non. J'ai juste regardé, le cœur soudain trop plein. Le lendemain, nous avons visité El Alcázar. Ses murs racontaient des histoires en carreaux de faïence et en arches. J'ai pensé à toutes les histoires que j'avais enfermées en moi. Des années d'endurance silencieuse, de déceptions refoulées pour faire place au devoir. J'ai arpenté ces jardins comme si j'y appartenais. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a appelé « ma petite dame », ni proposé de me prendre le bras comme si j'étais fragile. Et pour une fois, je ne me sentais pas fragile. Cet après-midi-là, nous étions assises à un café sous un auvent rayé. Rosalie sirotait une limonade et lisait les nouvelles sur sa tablette. Je regardais les gens passer. C'est là que j'ai vu la famille. 4 personnes, 2 parents, 2 adolescents. Le père avait l'air fatigué. La mère marchait un peu en avant, téléphone à la main. La fille avait des écouteurs. Le garçon portait un petit sac en plastique. Cela aurait dû être banal, mais la coupe de cheveux de la femme, nette, blonde, trop familière. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas elle. Bien sûr que non. Mais pendant une seconde, j'ai vu la silhouette de ma belle-fille dans cette étrangère, et ma poitrine s'est serrée. Pas de douleur, mais de quelque chose que je ne pouvais nommer. C'est passé. De retour à l'hôtel, j'ai trouvé un message d'Amélie. « Mamie, où es-tu maintenant ? Ta photo de Lisbonne était incroyable. Je l'ai montrée à ma prof d'art plastique. Elle a dit que tu avais un très bon œil. Je peux t'appeler bientôt ? » J'ai souri, puis j'ai froncé les sourcils. Je ne lui avais pas envoyé de photos. Rosalie. Bien sûr. J'ai ouvert ma galerie de photos. Elle était là, moi sur le balcon à Lisbonne, un bras posé sur la rambarde en fer, regardant la rue. Je ne me souvenais pas qu'elle l'avait prise. Je ne me souvenais même pas d'être restée immobile comme ça. Mais j'étais là, sans poser, sans m'excuser, juste existante. J'ai répondu. À Séville maintenant. Il fait chaud, la ville est têtue et pleine de bruit magnifique. Je t'appelle demain. Tu adorerais cet endroit. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à tous les endroits où je n'étais jamais allée parce que quelqu'un devait rester derrière et tout faire tenir. Les fois où j'avais dit « Allez-y, je me débrouillerai ». Même quand ce n'était pas vrai. Les vacances que j'avais payées mais auxquelles je n'étais pas invitée.
Les mariages que j'avais aidé à organiser mais où j'étais assise au bout de la table. Mais maintenant, j'étais là, à Séville, dans une chemise de nuit en coton doux que j'avais achetée à un vendeur de rue qui m'avait appelée la Sonora Valiante, la dame courageuse. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la musique d'une radio lointaine flotter par la fenêtre. Demain, je danserai. Pas pour quelqu'un. Juste pour me souvenir que je le pouvais. Ça a commencé par un appel auquel je n'ai pas répondu. Puis un autre, et un autre. En milieu de matinée, l'écran s'est de nouveau allumé. Marc, mon fils. Même nom, même numéro, même silence quand je l'ai laissé sonner. Il y avait eu 26 appels en 2 jours. Un message vocal après l'autre. Je n'en ai pas écouté un seul. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste assez de demander à être entendue. Rosalie était déjà habillée quand je suis sortie de la salle de bain. Elle portait un chapeau de paille à large bord et une robe en lin qui flottait derrière elle quand elle bougeait. Il y a un marché près du fleuve, dit-elle, et j'ai envie de marchander. Nous y sommes allés lentement, mes sandales raclant les vieilles pierres, le soleil léchant ma nuque comme un enfant espiègle. Le marché était vivant. Pas policé, pas organisé, vrai. Des hommes criant les prix, des femmes riant, des enfants filant entre les étals avec des doigts collants. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, un fil tiré d'un nœud que je ne savais pas porter. J'ai acheté un foulard, jaune, aussi vif que des soucis. Ce n'était pas une couleur que je portais habituellement, mais il captait la lumière comme s'il avait sa place dans ma vie. Pendant que Rosalie négociait un panier, je me suis assise sous un parasol délavé avec une boisson fraîche et j'ai vérifié mes messages. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par habitude, peut-être par espoir. Il y avait un mémo vocal. Pas de Marc cette fois. D'Amélie. Sa voix était douce, incertaine. Mamie, je ne sais pas si tu entendras ça, mais je voulais juste dire que tu me manques. Maman et papa paniquent un peu. Ils pensent que tu essaies de prouver quelque chose, mais je ne crois pas. Je pense que tu en as juste eu marre d'être laissé de côté. Ça aurait été mon cas aussi. Bref, j'espère que tu es en sécurité. Tu as l'air heureuse sur cette photo. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Appelle-moi, d'accord? Même si c'est juste pour 1 minute. Je l'ai écoutée 2 fois, puis une 3e. Cette dernière phrase a fait sauter un verrou. Même si c'est juste pour 1 minute. Je suis retournée à l'hôtel seule pendant que Rosalie partait à la recherche d'Olive. Je me suis assise sur le bord du lit, le foulard jaune sur mes genoux. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Amélie a répondu à la 2e sonnerie. Mamie. Sa voix a vacillé. Je pouvais entendre des bruits de fond, une bouilloire qui siffle, les pas de quelqu'un sur du carrelage. Je suis là, ma chérie. Oh mon Dieu. Attends. Le téléphone a été secoué. Une porte s'est fermée, puis le silence. Je commençais à croire que tu étais partie en mode rebelle total, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Pas rebelle, ai-je dit. J'ai juste retrouvé quelque chose que j'avais oublié avoir perdu. Quoi? Moi-même. Elle est restée silencieuse un moment. Je comprends, dit-elle doucement. Je crois que je comprends mieux que maman et papa. Je l'ai cru. Nous avons parlé pendant 15 minutes. De l'école, de ses dessins, d'un garçon qu'elle aimait mais qui ne l'aimait pas en retour. Des choses normales, précieuses. Puis elle a demandé prudemment, « Tu rentres bientôt ?» Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Je pourrai te voir quand tu reviendras. Bien sûr, mon bébé. Nous avons raccroché. Je me sentais plus légère. Non pas parce que tout était réglé, mais parce que quelque chose de vrai était passé entre nous. Et la vérité, la vraie, éclaircit toujours l'air. Rosalie est revenue avec un air triomphant et un sac en papier plein d'olives. « Victoire !» a-t-elle déclaré. Nous les avons mangées sur le balcon. Le coucher de soleil a embrasé le ciel de rouge. Je crois qu'il commence à comprendre, ai-je dit après un moment. Qui? Ma famille. Elle a mâché lentement, puis a hoché la tête. Il était temps. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas d'agitation. Quelque chose de plus profond. Un changement, un nouveau poids. Pas lourd, mais solide. Comme si on trouvait enfin le sol sous ses pieds après avoir dérivé trop longtemps. Le matin, j'ai mis mon foulard jaune. Sans raison, juste parce que je le pouvais. Lisbonne avait été douce et douloureuse. Florence, gracieuse et lente. Mais Séville m'avait donné de la chaleur et du tonnerre,
avait secoué une partie de moi que je ne savais pas encore piéger dans les excuses. Et maintenant, mon foulard joliment noué autour du cou et mon billet à la main, nous sommes montés dans le train pour Grenade. Rosalie fredonnait. Elle ne fredonnait jamais le matin. « Quelle est l'occasion ?» ai-je demandé. Elle a haussé un sourcil. « Nous allons voir l'Alhambra. Je fredonne pour l'architecture. » J'ai souri, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai regardé la campagne défiler. Grenade était plus calme que je ne l'imaginais. Pas silencieuse, juste respectueuse, comme si la ville savait ce qu'elle contenait et n'avait pas besoin de le crier. Les rues étaient étroites, comme des murmures échangés entre les bâtiments. L'air portait l'odeur des oranges et de la pierre. Nous nous sommes installés dans une petite auberge tenue par un homme qui ressemblait à l'oncle fatigué de quelqu'un. Notre chambre avait vue sur des toits et des cordes à linge. Le genre de vue qui dit la vérité. Pas arrangée, pas polie, réelle. Ce soir-là, je me suis assise seule sur la terrasse pendant que Rosalie faisait la sieste. J'ai fait défiler mes messages, non pas pour voir ce qu'ils disaient, mais pour me rappeler que je pouvais regarder sans réagir. C'est une étrange forme de liberté, la capacité de choisir le silence. Mais un message m'a interpellée. C'était de Marc. Juste une ligne. « Maman, est-ce qu'on t'a perdu ?» Il n'y avait pas de colère dedans, pas de culpabilité non plus. Juste une note, une reconnaissance peut-être. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon carnet. Je l'avais acheté à Lisbonne et n'y avais pas écrit un seul mot. Maintenant, j'ai commencé. Les choses que je n'ai jamais dites à voix haute. 1. Je n'ai pas toujours été fatiguée. Je suis juste devenue fatiguée de ne pas être vue. 2. Chaque fois que vous me traitiez de démodée, j'avalais une phrase que j'aurais dû dire. 3. Je me souviens encore de ton regard, à 5 ans, quand tu m'as donné un caillou trouvé dans le jardin et que tu l'as appelé « précieux ». C'était la dernière fois que tu m'as donné quelque chose juste comme ça. 4. Mon nom me manque. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste continué à écrire. Le matin, nous sommes montés à l'Alhambra. Ce n'était pas facile. La colline était raide et mes genoux me faisaient mal. Mais j'ai continué. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour le voir de mes propres yeux. Et c'était là. Des arches et des fontaines et des sculptures qui me faisaient me demander combien de mains avaient travaillé cette pierre. Combien de personnes s'étaient tenues au même endroit en pensant « Alors c'est à ça que ressemble la beauté quand personne ne la presse ». Rosalie a pris une photo de moi assise sur un banc, encadrée par la lumière et l'ombre. « On dirait quelqu'un qui s'est souvenu de quelque chose d'important », a-t-elle dit. « C'est le cas », ai-je répondu. Je me suis souvenu que je n'ai jamais été juste celle qui restait derrière. Cette nuit-là, de retour à l'auberge, j'ai trouvé un message vocal d'Amélie. Sa voix semblait tendue. « Mamie, je crois que papa commence à réaliser que quelque chose a vraiment changé. Il m'a demandé si j'avais de tes nouvelles. » J'ai dit oui. Il avait l'air effrayé, un peu comme s'il savait qu'il ne peut pas juste s'excuser avec des fleurs et faire comme si tout ça n'était jamais arrivé. Je lui ai dit, elle n'est pas en colère. Elle en a juste fini. J'espère que ça allait. C'était plus que bien. C'était parfait, ai-je répondu avec une photo que Rosalie avait prise ce matin-là. Moi, debout au sommet de la colline, les mains sur les hanches, l'Alhambra derrière moi, mon visage calme. Pas de légende. Juste l'image. Elle a répondu avec un cœur et rien d'autre, ce qui était exactement suffisant. J'ai fermé mon téléphone, je me suis allongée sur le lit et j'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Demain, nous nous dirigerions vers la côte. Rosalie voulait revoir l'océan. J'ai dit oui. Pas parce que j'avais besoin de la vue, mais parce que j'avais enfin l'espace pour désirer quelque chose à nouveau. Nous avons pris le premier bus pour Cadix. Rosalie prétendait que l'air marin faisait des merveilles pour ses poumons et sa posture. Je pense qu'elle aimait simplement la façon dont le vent emmêlait ses cheveux et lui donnait l'impression d'être difficile à contenir. Le trajet était long, les sièges raides, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai regardé le paysage s'aplatir et s'élargir, les oliveraies se transformer en garrigues puis en marais salants jusqu'à ce que, finalement, la côte apparaisse, large, bleue et vivante. Nous avons trouvé une pension près du vieux port. La chambre sentait le sel et le vieux bois. Du balcon, nous pouvions voir les bateaux de pêche rentrer au crépuscule, leurs filets traînant comme des promesses fatiguées. J'y suis restée longtemps, une main posée sur la balustrade, le vent tirant sur ma manche. Ce soir-là, nous avons marché sur la plage. Elle était plus calme que prévu. Les vagues n'étaient pas spectaculaires, juste régulières, persistantes.
Rosalie a ramassé un morceau de verre poli par la mer et l'a glissé dans sa poche. J'ai marché pieds nus, laissant l'eau froide me mordre les orteils. Il y avait un couple à proximité, plus âgé que nous, se tenant la main comme des adolescents. Ils ne parlaient pas, marchaient simplement ensemble, les doigts entrelacés comme la réponse à une question qu'ils n'avaient plus besoin de poser. Je me suis assise sur un rocher bas et j'ai regardé le soleil se dissoudre à l'horizon. Quelque part derrière moi, Rosalie fredonnait à nouveau, le même air que dans le train pour Grenade. Il flottait sur le vent et se mélangeait aux cris des mouettes. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je n'ai pas bougé, pas pendant un long moment, mais j'ai fini par le sortir. C'était Marc, encore. S'il te plaît, laisse-nous juste entendre ta voix. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai ouvert l'application de mémo vocal et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Je n'ai pas écrit de script. Je n'ai pas répété. J'ai juste parlé. Marc, je ne suis pas en colère. Mais j'ai changé. J'ai passé la majeure partie de ma vie à attendre qu'on me demande, qu'on ait besoin de moi, qu'on me voie. Et c'est arrivé parfois, mais la plupart du temps, j'étais l'arrière-plan de vos vies. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je le dis parce que c'est la vérité. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne reviendrai pas pour jouer le rôle que vous m'aviez assigné. Si vous me voulez dans votre vie, ce ne sera pas comme un plan de secours, une babysitter ou un nom sur le formulaire de contact d'urgence. Ce devra être en tant que personne. Entière. J'espère que tu comprends. Bonne nuit. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La mère a murmuré quelque chose que je n'ai pas tout à fait pu traduire. Quand je suis retournée à la pension, Rosalie lisait à la lueur de la lampe. Elle a levé les yeux. « Tu l'as envoyé ». J'ai hoché la tête. Elle a fermé son livre. « Comment te sens-tu » Comme si j'avais enfin dit ce que j'avalais depuis 20 ans. Elle a souri. Il était grand temps. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un couloir, infini, bordé de portes fermées. Je marchais lentement, pieds nus, mes doigts effleurant chaque poignée. Et une par une, les portes s'ouvraient derrière moi avec un déclic. Je n'ai pas regardé en arrière. Le matin, il n'y avait pas de réponse de Marc. Mais il y avait un autre message d'Amélie. Une photo. Elle avait dessiné quelque chose. Moi, sur la plage, foulard au cou, cheveux balayés par le vent. La légende disait, on dirait qu'elle s'est souvenue de qui elle était. Je l'ai fixé longtemps. Puis je me suis tournée vers Rosalie. Allons danser ce soir. Elle a cligné des yeux. Danser. Oui. Tes genoux le permettent? J'ai souri. Ils apprendront. Le bar n'était pas fait pour nous. Pas vraiment. Il pulsait d'une énergie trop jeune, trop rapide, trop sûre de sa propre nouveauté. Un entrepôt reconverti près des docks, plein de lumière tamisée, de basses puissantes, et d'un brouillard de parfums, de sueur et de quelque chose d'autre qui s'accrochait au mur comme une histoire réutilisée. Mais nous y sommes allés quand même. Rosalie portait à nouveau ses créoles en argent, les cheveux lâchés, le rouge à lèvres précis. Je portais le foulard jaune. Il n'était plus enroulé autour de mon cou. Je l'avais noué dans mes cheveux comme un ruban que j'avais gagné. Ma robe était simple, en coton doux, vieille mais propre. Elle ne criait pas pour attirer l'attention. Elle n'en avait pas besoin. Nous n'avions pas l'air d'être à notre place. Mais d'un autre côté, appartenir ne m'avait jamais beaucoup servi. Nous avons trouvé une table au fond. La musique n'était pas du flamenco. C'était plus récent, syncopé, avec un rythme qui se glissait sous votre peau et faisait bouger votre pied avant que vous ne vous en rendiez compte. La piste était bondée. De jeunes couples, des touristes d'âge moyen, quelques locaux qui dansaient comme si le rythme leur devait un loyer. Rosalie sirotait sa boisson et tapait du pied. J'observais les danseurs, comment ils bougeaient, comment ils riaient, comment certains manquaient le rythme mais s'en fichaient. Un homme d'une 60aine d'années, avec une moustache de travers et des chaussures usées, faisait tournoyer une femme de mon âge, et ils souriaient tous les deux comme des idiots. Quelque chose en moi a basculé. J'y vais, ai-je dit. Rosalie a levé les yeux. Où ça? Là-bas. Elle a cligné des yeux. Seule. Oui. Je me suis levée, j'ai ajusté le foulard dans mes cheveux et je suis allée sur la piste. Je n'ai pas attendu de partenaire. Je n'ai pas attendu de permission. J'ai juste commencé à bouger. Au début, c'était étrange, comme si j'empruntais le corps de quelqu'un d'autre. Mes membres raides, incertains, ma respiration courte. Mais le rythme m'a entraîné,
et les années sont tombées comme la poussière d'un vieux manteau. J'ai dansé. Pas avec grâce, pas avec habileté, mais pleinement. Un jeune homme est passé et a souri. Pas de manière moqueuse, sincèrement. Il m'a offert sa main. Je l'ai prise un instant, j'ai tournoyé une fois, j'ai ri, puis j'ai lâché. Je n'avais pas besoin de lui pour porter le rythme. J'avais le mien. Rosalie m'a rejointe un peu plus tard. Nous avons dansé ensemble comme des écolières à une réunion d'anciennes élèves. Maladroite, essoufflée, joyeuse. Nous sommes restés 2 heures, puis 3. Quand nous sommes enfin retournés à la pension, pieds nus et le visage rouge, nous nous sommes effondrés sur le lit comme des adolescentes rentrant en douce. C'était irresponsable, a dit Rosalie en haletant. Je sais. J'ai adoré. Je sais. Nous sommes restés là en silence, reprenant notre souffle. Mes genoux me faisaient mal. Mon dos allait me détester demain, mais ma poitrine se sentait grande ouverte. Avant de m'endormir, j'ai vérifié mon téléphone. Toujours pas de réponse de Marc. Je ne me sentais pas déçue, car il y avait un autre message d'Amélie. Papa ne sait pas comment te répondre. Il n'arrête pas de relire ton message. Il l'a imprimé. Il est sur la table de la cuisine. Il n'y a pas touché de la journée. Maman pense que tu as perdu la tête. Je lui ai dit que tu t'étais peut-être enfin trouvé. Tu me manques. Je suis fière de toi. Je ne crois pas l'avoir déjà dit, mais c'est vrai. J'ai fixé ces mots. Simple, calme, vrai. J'ai répondu, tu me manques aussi. Dis à ton père qu'il n'a pas besoin de répondre tout de suite. Certaines vérités mettent du temps à être digérées. Elle a répondu avec un seul emoji, une petite encre. Ça m'a fait rire. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le plafond. Le ventilateur tournait paresseusement, découpant l'air en lents virages prudents. J'ai pensé à la piste de danse. Au moment où j'avais lâché prise. Comment je n'avais rien fait d'extraordinaire. Je n'avais pas gravi une montagne, ni appris une nouvelle langue, ni tombé amoureuse. Mais j'avais reconquis quelque chose. Ma joie. Et à 72 ans, cela semblait aussi radical que n'importe quoi d'autre. Je me suis endormie avec les pieds endoloris, les muscles fatigués, et un cœur qui avait enfin l'impression de m'appartenir à nouveau. Nous avons quitté Cadix à l'aube. Rosalie a dormi pendant la majeure partie du trajet, la tête contre la vitre, les bras croisés comme une femme qui a connu trop de trains pour se soucier du confort. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé la lumière se déplacer sur les champs. J'ai regardé les villes passer. Des noms que je ne me rappellerai pas, des endroits où je ne retournerai jamais. Je n'étais pas agitée. Je me préparais. Barcelone était notre dernière étape. Aucune de nous ne l'a dit à voix haute, but nous le savions. Nous avions vu assez de villes pour savoir quand un voyage touche à sa fin. Quand l'élan qui vous poussait autrefois en avant devient quelque chose de plus calme, de plus posé. Nous sommes arrivés juste après-midi et avons pris un taxi pour une rue tranquille près d'Elborn. L'hôtel était petit, la chambre simple, mais le lit était moelleux et les fenêtres s'ouvraient en grand. Nous avons défait nos valises en silence. Plus tard, nous avons marché. Pas loin, juste assez pour sentir la ville sous nos pieds. Je me suis souvenu de ma petite fille disant un jour, « Barcelone, on dirait qu'elle a été construite par quelqu'un qui voulait peindre avec des bâtiments. » Elle n'avait pas tort. L'œuvre de Gaudí surgissait des coins comme une malice de pierre. Les couleurs étaient vives, les formes impossibles. J'ai aimé ça plus que je ne m'y attendais. Nous avons dîné dans un petit café niché entre 2 librairies. J'ai commandé du poisson. Rosalie, de la soupe. Aucune de nous n'a fini son vin. La conversation était légère, dispersée, comme une brise douce. Le temps, les horaires de train, les chaussures. Mais en dessous, un courant différent. Je pense que nous avons toutes les deux senti la faim avant qu'elle ne soit proche. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, je me suis assise sur le balcon avec un châle sur les épaules et mon carnet sur les genoux. La liste était plus longue maintenant. Les choses que je n'ai jamais dites à voix haute. Page 3. 5. Je pensais que si je donnais assez, il me garderait près d'eux. Mais l'amour acheté par le sacrifice est toujours celui qui a le moins de valeur. 6. Vieillir ne me dérangeait pas. Être ignoré, si. 7. Il m'a fallu 50 ans pour réaliser que le silence n'est pas toujours une force. Parfois, c'est juste la peur déguisée en patience. 8. Je ne regrette pas la mère que j'ai été. Je regrette la personne que je suis devenue en disparaissant pour l'être. J'ai fermé le carnet. Mon téléphone a vibré. Pas Marc.
Pas Amélie. Ma belle-fille. Claire. Le message était plus long que d'habitude. Hélène, nous avons tous beaucoup parlé. Marc ne sait plus comment t'aborder. Il pense que tout ce qu'il dira sera maladroit. Je lui ai dit que parfois, écouter est plus important. Nous ne voulions pas te laisser de côté. Je sais que ça ne répare rien, mais c'est la vérité. Nous avons planifié le voyage en pensant que ce serait plus simple pour les enfants. Nous nous sommes dit que tu serais plus à l'aise à la maison. C'était un mensonge. Nous avions peur de ton âge. Pas de tes limites, mais parce que ça nous rappelait les nôtres. Nous sommes désolés. Je suis désolée. Si jamais tu décides de rentrer, nous aimerions tout recommencer. Sans attente. Juste toi, tel que tu es. Je n'ai pas pleuré, mais je suis restée très immobile pendant un long moment. Ce n'étaient pas des excuses qui effaçaient quoi que ce soit. C'était simplement un début. Le lendemain matin, Rosalie m'a trouvée en train de faire ma valise. Elle a haussé un sourcil. La maison, bientôt? Oui. Elle a hoché la tête. Tu es sûre? Oui. Elle a siroté son thé. Eh bien, il est temps que tu portes le coup de grâce. J'ai ri. Ce n'était pas un coup. Plutôt une porte qui s'ouvre. Rosalie est partie 2 jours plus tard. Nous nous sommes serrés dans nos bras à la gare. Aucune de nous n'a dit au revoir. Juste, à bientôt. Ce soir-là, seule dans la chambre, j'ai commandé un dernier verre de vin au bar du rez-de-chaussée et je me suis assise près de la fenêtre. Mon foulard était sur la table, mes chaussures près de la porte. Je ne me sentais pas finie, mais je me sentais pleine. Demain, j'achèterai un billet. Non pas pour retourner à la maison qu'il m'avait dit de garder, mais pour la vie que j'avais enfin choisi de retrouver, à mes conditions. L'aéroport ressemblait moins à un adieu qu'à une pause. Je ne laissais rien derrière moi. Je ramenais quelque chose. Moi-même, peut-être. Ou ce qu'il en restait après des décennies d'attente silencieuse. Le vol était calme. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. Je suis juste restée assise avec le bourdonnement du moteur dans mes pensées, regardant la terre en dessous rétrécir, s'aplatir, disparaître. Quand j'ai atterri, personne n'attendait. Je ne m'y attendais pas. L'air était plus épais ici, le ciel plus terne. Ça sentait l'herbe humide et les haies trop arrosées, une sorte d'oubli familier. J'ai pris un taxi. Le chauffeur était jeune, bavard. J'ai donné des réponses courtes et j'ai regardé par la fenêtre. Les rues défilaient comme des souvenirs que je n'avais pas demandé à me remémorer. La boulangerie où j'emmenais Amélie. Le parc où Marc s'était cassé le bras en tombant des cages à écureuils. La pharmacie où Claire et moi nous étions tenus côte à côte pour acheter du sirop pour la toux et un test de grossesse. Ce n'étaient pas de mauvais souvenirs. Ils étaient juste lointains maintenant, comme l'écriture de quelqu'un d'autre dans un vieux livre. Ma maison était exactement comme je l'avais laissée. Carole avait arrosé les plantes. Le perron était propre. La clé a tourné facilement dans la serrure. À l'intérieur, tout retenait son souffle. J'ai marché de pièce en pièce, touchant les choses. Le bord du canapé, le bol en céramique ébréché sur la table, la photo de Paul près de la cheminée. Rien n'avait bougé, mais tout avait changé. Je n'ai pas défait ma valise tout de suite. J'ai fait du thé, je me suis assise à la table de la cuisine, la fenêtre ouverte. J'ai laissé le silence s'étirer. Mon téléphone a vibré. Un message d'Amélie. Tu es rentrée? J'ai tapé en retour. Oui. 10 minutes plus tard. Je peux passer? Je n'ai pas hésité. Oui. La porte est ouverte. Elle est arrivée en 20 minutes. Pas de cérémonie, pas de discours, juste une longue étreinte silencieuse qui en disait plus que nous n'aurions pu le faire. Elle s'est assise en face de moi, son sac à dos toujours sur une épaule. Elle avait l'air plus âgée que quand j'étais partie. Pas en âge, en compréhension. J'ai aimé ta liste, dit-elle. J'ai cligné des yeux. Ma liste. Elle a souri. Tu avais laissé ton carnet ouvert sur une des photos. Je l'ai lu. Enfin, une partie. Je ne me suis pas sentie exposée. Je me suis sentie vue. J'en ai commencé une aussi, dit-elle en fouillant dans son sac. Tu m'as inspirée. Elle m'a tendu un petit carnet à spirale. La première page disait « Chose que je refuse d'hériter en silence ». 1. La croyance que les femmes n'ont plus de désir en vieillissant. 2. L'idée que vieillir est un déclin. 3. L'habitude de dire « ça va » quand ça ne va pas. 4. Le silence qui suit quand quelqu'un vous dit que vous êtes « trop ».
5. La honte transmise comme un meuble de famille. Je les ai toutes lues. Puis je les regardais. Cette jeune femme qui m'avait vu disparaître et revenir. Tu t'en sortiras très bien, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Parce que tu t'en es sorti. Nous avons parlé pendant des heures. De l'école d'art. De son petit ami. De la façon dont sa mère parlait encore trop fort quand elle était nerveuse. À un moment, j'ai pris sa main. Tu sais, ai-je dit, ton père n'a pas encore appelé. Elle a baissé les yeux. Il a peur. De moi. De ce que tu es devenu. De ce qu'il ne s'est jamais permis de voir avant. Je n'ai pas répondu. La sonnette a retenti. Amélie a levé les yeux. C'est eux. Je n'ai pas bougé. Je vais ouvrir, a-t-elle dit doucement. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Des voix étouffées, puis le silence, puis Marc. Il est entré dans la cuisine comme en terre sainte, son visage fatigué, pluvieux. Il m'a regardé comme quelqu'un qui attend la permission de parler. Je voulais venir seule, a-t-il dit. Mais Claire a insisté. Elle est apparue derrière lui, les mains jointes. Pas de maquillage, pas de posture, juste réelle. On ne sait pas par où commencer, dit-elle. Je me suis levée. Vous avez déjà commencé, ai-je répondu. Vous êtes venu. Marc a fait un pas en avant. Je ne voulais pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit. Tu as juste arrêté de me voir. Il a hoché la tête. Je suis désolée. Pas grandiose, pas poétique, juste honnête. C'était suffisant. J'ai fait du thé, ai-je dit. Il en reste dans la théière. Ils se sont assis. Pas comme les propriétaires de l'espace, pas comme des gens demandant le pardon comme une faveur, mais comme des gens qui réalisaient enfin que la place à table ne leur revenait pas par défaut. Elle devait se mériter. Ils ne sont pas restés longtemps. 1 heure, peut-être moins. Assez de temps pour dégorger de thé maladroite, trop de silence, et le travail discret de construction d'une nouvelle forme entre nous. Je n'ai pas pressé les choses. Je n'ai pas lissé les aspérités. Je les ai laissés sentir le silence dans lequel j'avais vécu pendant des années. Je les ai laissés s'y asseoir un moment. Claire a parlé plus que Marc. Elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, il y avait moins de certitude dans sa voix, plus d'écoute entre ses phrases. Elle m'a posé des questions sur mon voyage, sur les lieux, la nourriture, les gens. Je lui ai donné des morceaux. Pas l'ensemble. Elle ne méritait pas l'ensemble. Pas encore. Quand ils sont partis, Marc s'est attardé à la porte. Est-ce que je peux? A-t-il commencé, puis s'est arrêté. Est-ce que tu veux venir dîner un de ces jours? Pas une grande réunion. Juste nous, toi et moi. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non. Il a semblé soulagé par ça. Après leur départ, la maison était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le même silence. Pas le genre cassant qui se fissure quand on respire trop fort. C'était un silence plus doux. Une pause avant le début d'une nouvelle ligne. Cette nuit-là, je me suis assise sur le perron avec une couverture sur les genoux, le carnet de nouveau ouvert. Je n'y avais rien ajouté à Barcelone. Je pense qu'une partie de moi savait que j'aurais besoin d'espace pour ça. Pour le retour. Les choses que je sais maintenant, ai-je écrit en haut d'une nouvelle page. 1. Les gens ne remarquent votre silence que lorsqu'il leur coûte quelque chose. 2. Partir n'est pas la même chose que fuir. 3. On peut encore tout recommencer à 72 ans. 4. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Juste fermées doucement, mais fermement. 5. Votre voix n'a pas disparu. Elle attend que vous arrêtiez de demander la permission. J'ai fait une pause, j'ai tapoté le stylo contre le papier, puis j'ai ajouté. 6. Le pardon, ce n'est pas pour eux. C'est pour pouvoir respirer à nouveau. J'ai fermé le carnet, je l'ai posé sur la table d'appoint et j'ai respiré l'odeur du jasmin de nuit. Amélie est passée l'après-midi suivant. Sans prévenir, sans raison. Elle est juste entrée, a enlevé ses chaussures et s'est affalée sur le canapé comme elle le faisait quand elle était petite. J'ai pris une décision, dit-elle. Oh! Je postule pour le programme à Berlin. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient nerveux, mais déterminés. Je sais que c'est loin, dit-elle. Et maman panique déjà, mais je dois le faire. J'ai besoin de partir. Je n'ai pas bronché. Tu devrais, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Vraiment. N'attends pas la permission, ai-je dit. Tu passeras à côté de ta vie.
Sa bouche s'est étirée en un lent et large sourire. Je savais que tu comprendrais. Elle est restée des heures. Nous avons fait de la soupe. Nous avons parlé de livres. Elle a posé des questions sur Rosalie. Harry, quand j'ai dit que nous avions dansé jusqu'à ce que nos jambes nous lâchent. Tu es une sorte de légende, a-t-elle dit en me taquinant. Non, ai-je dit. Je suis juste enfin moi-même. Avant de partir, elle m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un dessin. La même plage de Cadix, mais avec une nouvelle silhouette au bord de l'eau. Moi, les bras ouverts, la tête inclinée vers la mer. En bas, elle avait écrit « Elle n'est pas revenue la même » et c'était tout l'intérêt. J'ai levé les yeux. Elle a haussé les épaules. Je vais le faire encadrer. Après son départ, je l'ai placé à côté de la photo de Paul sur la cheminée. Il aurait compris. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre. Du vrai papier, de l'encre bleue. L'écriture de Marc. Maman, merci pour le thé, pour nous avoir laissé nous asseoir dans le silence. Je vois maintenant. Je ne m'attends pas à être pardonnée, mais j'aimerais essayer. Non pas pour effacer quoi que ce soit, mais pour construire quelque chose de mieux, si tu es d'accord. Pas de déclaration, pas de promesse. Juste un homme qui apprend à parler différemment à la femme qu'il a élevée. J'ai plié la lettre. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certains silences ne sont pas faits pour être comblés. Ils sont faits pour être honorés. Je ne suis pas allée dîner tout de suite. J'ai laissé l'invitation en suspens. Les jours ont passé. Puis une semaine. J'ai arrosé mes propres plantes. J'ai cuisiné pour moi-même. J'ai marché le matin. Non pas parce que je punissais quelqu'un, non pas parce que je voulais qu'il s'inquiète, mais parce que j'avais besoin de sentir la forme de ma vie sans eux. Et c'était une belle forme. Pas bruyante, pas dramatique, juste stable, digne, la mienne. Rosalie m'a écrit une carte postale de Marseille. Il pense toujours que je suis une veuve avec un héritage secret, a-t-elle gribouillé. Laissons-les croire. Au dos, une esquisse de 2 femmes dansant dans un bar, l'une avec un foulard jaune, les bras levés. J'ai ri en la voyant, je l'ai encadrée, je l'ai mise près de la fenêtre de la cuisine. Puis un matin, j'ai appelé Marc. Dimanche, ai-je dit. 17 heures. J'apporterai le dessert. Il a semblé surpris, reconnaissant, prudent. Comme il se doit. Quand je suis arrivée chez eux, Claire a ouvert la porte. Elle n'a pas souri trop vite, ne m'a pas prise dans ses bras, elle s'est juste écartée et a dit « Entre ». J'ai traversé les pièces comme une invitée, pas comme quelqu'un qui venait ici chaque semaine. Il y avait de nouvelles œuvres d'art sur les murs. Les meubles avaient été réarrangés. Même l'air semblait différent. Je n'étais pas blessée. Ils avaient continué à vivre. Moi aussi. Amélie était déjà à table. Elle s'est levée et m'a embrassée sur la joue. J'ai fait la salade, a-t-elle chuchoté comme si c'était un secret partagé. Ne dis rien à maman si elle n'est pas bonne. J'ai pris ma place. Le dîner était agréable, civilisé, un peu guindé. Marc posait des questions. Claire proposait de me resservir. Amélie faisait des blagues. Je répondais simplement. J'écoutais plus que je ne parlais. Je regardais la façon dont Marc me jetait des coups d'œil, comme quelqu'un qui cherche des fissures dans un mur. Vers la fin, il s'est raclé la gorge. J'ai lu ton carnet. Je l'ai regardé. Quel carnet? Celui sur le comptoir sur la photo. Amélie m'a laissé en lire une partie. J'ai haussé un sourcil. Elle te l'a montré. Elle a dit que c'était important. J'ai vu ce que tu ne disais pas. Ça lui ressemblait bien. Il a hésité, puis a ajouté, ça m'a fait mal. Tant mieux, ai-je dit. Il a levé les yeux, surpris. Tant mieux, ai-je répété. Parce que ça veut dire que tu m'as enfin entendu. Il a hoché la tête lentement. Oui. Claire s'est raclé la gorge. Nous avons beaucoup parlé, et nous voulons faire mieux. Je ne suis pas ici pour des promesses, ai-je dit. Je suis ici pour voir si vous apprenez. Ils ont tous les deux hoché la tête. J'ai sorti le dessert. Une tarte au citron. Pas trop sucrée, juste assez acide pour réveiller le palais. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Puis Amélie a dit « Je veux lire quelque chose ». Elle a sorti une page pliée de sa poche. Sa propre liste, maintenant. Sa voix tremblait un peu. Chose que je veux me rappeler. Ma grand-mère m'a appris que disparaître en silence est une forme de mort lente.
Que rester douce n'est pas la même chose que rester silencieuse. Que les femmes ne doivent pas leur énergie au confort des autres. Que aimer quelqu'un ne signifie pas devenir petite pour lui. Qu'on a le droit de ne plus être à sa place à table et d'en exiger une nouvelle. J'ai cligné des yeux, fort. Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, Claire s'est levée. Elle a commencé à débarrasser. Marc a aidé. Amélie a versé plus de thé, et je me suis adossée, les mains sur mes genoux, regardant le calme s'installer. Pas le genre inconfortable, mais le genre mérité. Celui qu'on partage quand les gens apprennent enfin à se tenir les uns les autres avec honnêteté. Quand je suis partie, Marc m'a accompagnée à la porte. Il a hésité avant de parler. « Je sais que ça prendra du temps », a-t-il dit. « J'ai le temps », ai-je répondu. Puis j'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti une fine enveloppe et je la lui ai tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» Une copie des billets. Ceux que j'ai annulés. Il l'a fixé. Je les ai gardés, ai-je dit. Pas par dépit. Par vérité. Pour qu'on n'oublie pas à quel point il a été facile de m'effacer. Il n'a pas ouvert l'enveloppe, a juste hoché la tête et l'a glissée dans sa poche. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, mais nous nous sommes tenus proches, comme des gens qui pourraient un jour se comprendre sans avoir besoin d'expliquer chaque blessure. À la maison, je me suis déshabillée lentement, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles, j'ai plié mon foulard. Je me suis tenue devant le miroir, étudiant mon visage. Plus vieux, oui, mais pas fatigué. Plus sage, mais pas froid. Il y avait des rides qui n'étaient pas là avant le voyage. Mais ce n'étaient pas des fissures. C'étaient des chemins. Des racines que j'avais reprises vers moi-même. Avant de me coucher, j'ai écrit une dernière page. Les choses pour lesquelles je ne m'excuse plus. Vouloir de l'espace. Vouloir plus. Dire non. Partir en silence. Revenir plus fort. Et tout en bas, en petits caractères. Je n'ai jamais été trop vieille. On ne m'a juste jamais demandé si je rêvais encore. Maintenant, je n'attends plus qu'on me le demande. J'y vais.